Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre chronique thématique Votre santé sur BFM Marseille-Provence. On va parler aujourd'hui des maladies rares. On commence avec toi. Laure, justement, tu as un chiffre. Oui, le chiffre, c'est 3 millions de personnes en France qui sont touchées par les maladies rares, dont les 3/4 sont des enfants. Alors, il paraît qu'il existe plus de 7000 maladies rares, dont 80% sont d'origine génétique et dont 95% n'ont pas encore de traitement curatif. 25% des patients seraient même encore en train d'attendre un diagnostic après 5 ans d'évolution de la maladie. Alors, comment la région Sud est-elle en train de devenir le berceau d'Orphan-Dev, un réseau d'envergure nationale qui rassemble les énergies et les compétences pour faire avancer la recherche sur les maladies rares? C'est ce dont on discute avec notre invité. Merci Laure, et justement l'invité de Votre santé tout de suite. Bonsoir professeur Blin. Bonsoir. Vous êtes chef de service de pharmacologie clinique et pharmacovigilance à la PHM. Pour commencer, qu'est-ce que c'est concrètement une maladie rare? Comment c'est défini? Maladie rare, c'est une maladie qui touche un petit nombre de personnes. Donc petit nombre, il y a une définition qui, on va dire, est réglementaire, de par les textes de loi en particulier européens, c'est-à-dire 5 sur 10 000. Mais c'est surtout, en pratique, une maladie qui parfois va toucher quelques individus en France, une dizaine en Europe, quelques centaines, voire quelques milliers. Donc ça veut dire, on l'a entendu tout à l'heure, un grand nombre de maladies, plus de 7 000, qui chacune vont toucher un petit nombre de patients, mais qui fait au final que les maladies rares ne sont pas si rares que ça, et les patients atteints de maladies rares sont très fréquents. Et au-delà des 3 millions de personnes qui sont touchées directement par les maladies rares, l'impact sur les familles, sur les aidants, sur les conjoints, sur les amis, reste et est toujours considérable. Surtout lorsqu'on a affaire à des enfants qui sont en période d'évolution, de croissance, et qu'effectivement il y a des lésions qui s'installent et qui peuvent être définitives si les patients ne sont pas pris en charge suffisamment tôt. Alors comment peut-on expliquer que 95% des patients n'ont pas accès à des traitements? Alors, la question, c'est une question qui est très fondamentale. Alors vous parliez du berceau, alors c'est vrai que dans l'historique, dans notre région, on a eu la chance d'avoir des personnalités d'exception, comme le professeur Jean-François Mattei, ancien ministre de la Santé, donc qui a lancé la génétique médicale, bien sûr dans la région, mais plus largement également en France et en Europe, suivi par le sénateur Giraud, donc qui ont vraiment posé les bases de la façon dont on pouvait appréhender ces maladies rares. Et ensuite, il y a des services, là aussi exceptionnels, comme celui du professeur Georges Serratrice, qui a été président de l'université d'Aix-Marseille, donc qui vraiment s'est intéressé dès le début aux patients, aux formes rares des maladies neuromusculaires. Il a monté une école qui s'est étendue vers Nice et qui a donné dans notre région une place vraiment majeure à ce sujet-là, dans le cadre à la fois de la prise en charge, de la recherche, des groupes industriels, de manière à ce qu'au plus vite possible, on puisse trouver des solutions pour les patients atteints de maladies rares. Vous, en termes de maladies rares que vous connaissez, de patients que vous recevez au quotidien, est-ce qu'il y a quand même des similitudes ? Je ne sais pas, est-ce que ça atteint particulièrement les muscles ou le système nerveux? Est-ce qu'on peut faire des... Non, l'intérêt, si vous voulez, en termes de recherche, c'est que ces maladies-là peuvent toucher tous les organes. C'est-à-dire qu'il y a des maladies rares du rein, des maladies rares du foie, des maladies rares de la peau, des maladies rares, des cancers rares, bien sûr, en plus des maladies qui sont celles du cerveau et des muscles. Donc si je suis neuropsychiatre de formation clinique, bien évidemment, c'est dans ce type de maladie que j'ai commencé à exercer, mais il existe 7000 maladies rares. Et probablement, on ne les connaît pas encore toutes. Alors moi, j'ai lu que les maladies orphelines, on les traitait avec des médicaments orphelins. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette expression? Parce que je ne suis pas sûre de la comprendre. Le problème quand on a une maladie rare, c'est qu'il est difficile de trouver un traitement. Parce qu'on manque de recherche, on manque de connaissances, on manque de données sur l'évolution naturelle de la maladie. Et pendant longtemps, les industriels ne s'intéressaient pas à ce type de patients, parce que le nombre de patients étant petit, par définition, eh bien, ils n'arrivaient même pas à rembourser les frais de la recherche. Et donc, il y a eu des incitations qui ont été mises en place sur le plan européen pour que les industriels aient une réelle motivation
à chercher des traitements. Donc c'est pour ça qu'au départ, c'est difficile parce qu'on ne connaît pas la physiologie, le mécanisme de la maladie. Et donc derrière, il y avait relativement peu d'efforts. Donc maintenant, il y a beaucoup plus d'efforts. Donc le nombre de désignations orphelines, de médicaments candidats qui sont étiquetés médicaments pour maladies rares, donc médicaments orphelins, est augmenté de manière considérable. On est à peu près sur 200. Et le nombre de médicaments qui ont des autorisations de mise sur le marché, c'est entre 10 et 20 par an. Donc on est en train de combler le retard, maintenant pas encore suffisamment vite, compte tenu du nombre de maladies. C'est pour ça qu'il y a 95% de maladies qui n'ont toujours pas de traitement spécifique. Alors justement, OrphanDev, c'est un réseau qui est né de la structure FCRIN, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va marcher ? Alors, OrphanDev, c'est un réseau qui aujourd'hui est un réseau d'expertise, qui est labellisé par FCRIN, qui est une infrastructure nationale de recherche. Et sa particularité, c'est d'être en fait un groupement public-privé de tous les acteurs s'intéressant aux maladies rares pour trouver des solutions. C'est-à-dire que c'est aussi bien les unités de soins, les unités de recherche, les filières nationales qui organisent le suivi, le traitement, le diagnostic des patients sur le territoire, mais également les industriels, mais également les associations de patients et également les projets qui sont déjà structurés, comme par exemple les banques de données, ce qui permet de connaître l'ensemble des données disponibles pour tous les Français en temps réel. Donc c'est cet ensemble qui permet de réfléchir tous ensemble et donc de passer des goulets d'étranglement qui jusque-là étaient beaucoup plus difficiles à franchir. Justement, vous parlez de données. Comment on fait pour donner des médicaments à des personnes qui ont des maladies rares, alors qu'on sait que normalement les médicaments font l'objet de vérification par l'Agence nationale du médicament et qu'on n'a pas assez de monde justement pour être traité par un médicament? Comment on fait? Est-ce qu'il y a on saute les voies ou pas? Non, jamais. Jamais. Non, c'est très important. Vous savez, je disais tout à l'heure, je suis chef de service de pharmacologie clinique et de pharmacovigilance, oui, donc on surveille les effets secondaires des médicaments. Et c'est une particularité. Il n'y a pas de compromission dans la recherche et dans la mise sur le marché des médicaments pour les maladies rares. Il y a des textes spécifiques pour encourager, mais à chaque fois, ce qui nous préoccupe, c'est d'être sûr que les médicaments aient le meilleur rapport entre le bénéfice attendu pour les patients et le risque au potentiel. Mais quand on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas la maladie, justement, on fait donc, comment? on démarre des essais cliniques qui sont forcément avec une méthode différente, de plus petite taille. Donc, il y a un certain niveau d'incertitude. Et ensuite, grâce aux données, on va lever progressivement ce niveau d'incertitude, de manière à ce qu'au bout d'un moment, on soit sûr de ce que l'on est en train de faire pour le patient et avec le minimum d'effets secondaires liés aux médicaments qui soit possible. Donc vous voyez, c'est cet équilibre qui est important et qui est à la fois lié à l'excellence du soin, de la recherche, les bases de données qui permettent de suivre, et puis des industriels qui vont investir. Et puis le relais, bien sûr, avec les patients et les associations, parce que sans eux, finalement, rien ne se passerait, rien ne se serait passé dans le passé. Alors justement, c'est quoi l'avantage de travailler en cohésion entre le public et le privé ? Est-ce que ça permet plus d'innovation? Par exemple, est-ce que l'intelligence artificielle, ça va jouer un rôle dans la recherche sur les maladies rares? Alors, le réseau OrphanDev, on travaille sur 3 grands axes. Le premier, c'est sur la recherche clinique. Rendre la recherche clinique facile, effective, sur tous les points du territoire, en tout cas dans certains centres qui peuvent rassembler les meilleurs efforts et les meilleurs spécialistes. Le deuxième point, c'est justement sur l'intelligence artificielle. Et là, on sait qu'à partir des données, on peut non seulement travailler sur des nouvelles pistes pour des solutions, mais aussi sur l'organisation des soins et mieux guider les patients. Parce que lorsqu'on discute avec les familles, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quand je vais dans un centre de référence, c'est fantastique, je vois des experts, mais si j'habite loin du centre de référence, je ne vois plus mes médecins spécialistes pendant 1 an. Et aujourd'hui, ils peuvent se sentir parfois un peu isolés dans l'intervalle. Et là, l'intelligence artificielle, la santé électronique, la e-santé, va nous aider considérablement. Et dernier point, aussi bien pour le diagnostic que pour le suivi et que pour justement l'utilisation des médicaments, l'intelligence artificielle va nous aider. Et là, OrphanDev, on est en train de faire la synthèse nationale avec l'INSERM, avec les industriels, des projets qui existent, qui sont soutenus par le comité stratégique de filière au niveau national, de manière à ce que l'on puisse donner le maximum de chances.
Et le dernier aspect, et là on a un grand succès déjà, c'est sur l'évaluation du médicament pour son remboursement, et donc la possibilité pour tous les patients d'être remboursés et que tous les patients puissent avoir accès. Et là, on travaille directement avec le gouvernement, et ça a été annoncé par le ministre de la Santé, pas plus tard que lundi, dans la conférence de haut niveau qui regroupait l'ensemble des ministres de la Santé européens. Merci beaucoup, professeur Blin. Vous restez avec nous parce que Laure va nous présenter l'objet de la semaine, et justement, c'est en rapport. Alors l'objet de la semaine, on va le trouver dans son placard, puisque notre objet, c'est un t-shirt ou un bonnet que l'on a trouvé sur Etsy et qui sensibilise à la cause des maladies rares avec le slogan « Care for Rare » et le symbole du zèbre dont le pelage noir et blanc est unique à chaque spécimen. Alors il paraît que les rayures noires et blanches du zèbre empêchent les mouches de se poser sur lui parce qu'il est très sensible aux maladies. Alors nous aussi, on est très sensible aux maladies, alors on porte son t-shirt de zèbre et on sensibilise à la cause. Bien volontiers. On apprend toujours plein de choses. Merci beaucoup, Laure. Merci, professeur Blin. Merci de votre accueil. Voilà, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Votre Santé. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec Top Sortie. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.